de la joaillerie sont passionnées et cultivées, intelligentes et créatives, bosseuses et imaginatives. Elles sont brillantes. On imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines, un monde de travail acharné, des artisans d'art aux mains de fée aux groupes internationaux à la puissance supranationale. Le monde des bijoux, c'est aussi une certaine image de la France qui s'impose depuis le XVIIe siècle. Et dans ce monde protéiforme, les femmes ont dû se sertir une place. Et elles ont réussi parce qu'elles sont brillantes. Dans ce podcast, Brillante, je vous fais découvrir, non pas l'envers du décor, mais la réalité du monde joaillier au féminin en interviewant les femmes de la joaillerie. À chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel, pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Alice Minter, la conservatrice de la collection Arthur et Rosalinde Gilbert. Et on va parler de micro-mosaïque. Bonjour Alice. Bonjour Anne. Tout d'abord, quel est ton premier souvenir de bijoux ? Est-ce que tu aimes les bijoux déjà ? Est-ce qu'une montre c'est un bijou ? Peut-être pas. Si ? Ça peut. Alors, c'est une montre et un bijou ? Oui, j'adore les montres. J'ai une montre que j'ai eue pour mes 30 ans, plate, magnifique, je la porte tout le temps. Sinon, non, pas trop. Je suis très mal à l'aise à porter des bagues. Je ne porte que mon alliance. Mais j'aime beaucoup les bijoux sur les autres. J'admire les bijoux. Et parfois, je vois des femmes et je me dis « Oh, qu'est-ce que j'aimerais me sentir à l'aise en portant des bijoux. » Donc, je les admire chez les autres, mais moi, personnellement, les porter, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça me boudine les doigts. J'ai l'impression que... Voilà. Et la raison pour laquelle on est là, c'est qu'on va parler de micro-mosaïque, parce que tu es la spécialiste de la micro-mosaïque à travers cette fameuse collection d'Arthur et Rosalinde Gilbert. Alors, la micro-mosaïque, j'ai été à Ravenne, j'ai vu donc la super cathédrale de Théodora, où il y a plein de mosaïques avec plein d'or. Est-ce que c'est la même chose en tout minuscule ? Alors, oui et non. Nous, maintenant, au XXIe siècle, depuis le XXe siècle, quand on parle de micro-mosaïque, on fait vraiment une référence à la mosaïque romaine qui a été développée à la fin du XVIIIe siècle et qui, effectivement, est vraiment en miniature. Des morceaux de verre colorés en tout petit, donc de la mosaïque miniature, ça a toujours existé. Mais là, il y a une technique qui a été développée au XVIIIe qui fait qu'en fait, on ne travaille pas que sur des petits carrés, mais ils ont réussi à faire plein de formes différentes qui fait que vraiment, ils pouvaient faire comme de la peinture. Et ils ont réussi à faire ces formes, du coup, vraiment tout petit. C'est-à-dire qu'une tesselle, comme on appelle ça, ça peut faire uniquement que 2 mm de diamètre, si vous voulez. Donc ça, c'est la grande différence. Voilà, de la micro-mosaïque. Donc la tesselle, c'est le petit cube coloré. Voilà, c'est ça, exactement. Et on lui donne pas d'autres noms quand il a différentes couleurs. Non. C'est pas toujours... comme l'émeraude. Non. Voilà. Non. Tesselle, petit carré. Exactement. Et en fait, même la technique de la micro-mosaïque romaine à partir de la fin du XVIIIe, c'est qu'en fait, justement, au lieu d'utiliser des petits carrés, ils ont fait fondre ces carrés pour pouvoir après faire de longues cannes de verre coloré. Et en faisant cette fusion et en créant ces longues cannes de verre coloré, ils pouvaient, en utilisant par exemple 2 carrés de verre de couleurs différentes, soit ils créaient une 3e couleur, soit ils arrivaient à mélanger les couleurs pour que ça fasse, vous savez, comme les espèces de cannes en sucre d'orge, là, à l'américaine, là, blanche et rouge. Et ben voilà, ils arrivent à faire ça, mais sauf que la canne, comme je disais, elle fait 2 mm de diamètre. Et c'est ça, en fait, la technique qu'ils ont réussi à faire. Et donc, nous, on appelle ça après, une fois qu'elle est coupée à la hauteur pour rentrer dans le petit puzzle, en fait, de micro-mosaïque, ça, c'est ça qu'on
appelle les tesselles. Et alors, c'est quoi la jointure? Parce que quand je vois, par exemple, un bijou pliqué à jour, je sais qu'il y a une sorte d'armature en métal et après, on fait en sorte que la fusion du verre remplisse les alvéoles en métal. Et du coup, sur la micro-mosaïque, une fois que j'ai mon spaghetti de verre, c'est ça, j'ai bien compris, et que je veux le faire fondre, je le fais rentrer dans quoi? Alors, il y a une espèce d'une petite cassette, en fait, qui est en métal, bien souvent en cuivre. Et après, quand on parle vraiment de la bijouterie, donc ça va être dans une petite cassette en or, qui peut faire 2 cm de diamètre s'il le faut. Et puis après, il va y avoir un mastic. Et alors ça, ce mastic, c'est le secret de chaque atelier. On sait, il y a une base qui est commune, un peu comme les pigments pour les peintres. Mais en fait, chaque atelier après a sa technique pour que le mastic tienne plus, pour qu'il sèche plus rapidement, etc. Donc voilà, et chaque petite aisselle est vraiment insérée dans ce mastic les unes à côté des autres. Ça veut dire que quand on compose une composition comme un peintre voudrait composer son tableau, on pense d'abord à ce qu'on va dessiner. Après, on met les petites tesselles en les coupant en petits bouts pour qu'ils... Voilà. Ensuite, on met le mastic et ensuite, on fait fondre tout ça? Non, en fait, déjà, c'est sûr, il va y avoir un dessin d'abord. Et parfois, c'est un dessin qui a été fait pour la micromosaïque ou parfois, ça va être un dessin, il s'inspire d'une peinture très connue. Il faut penser que la micromosaïque s'était développée à un moment donné où on est obligé de dire souvenir de luxe ou de tourisme, mais il faut vraiment penser à la Jane Austen. C'était, on va passer plusieurs mois en Italie. Donc il fallait répondre à ces attentes. Tout le monde avait envie d'une scène du Colisée de Rome ou tout ça. Donc c'est ce qu'ils refaisaient. Mais donc effectivement, il y a ce dessin à la base. Ils créent leur petite cassette en cuivre ou en or. Ils mettent leur mastic. Ils vont mettre après leur tesselle. Une fois que tout est fait, petit à petit, ils laissent sécher le mastic et parfois ça peut prendre jusqu'à 3 mois pour faire sécher ça. Et après, ils vont faire tout un système pour polir en fait, si vous voulez, pour que la surface soit bien lisse et qu'en plus, surtout après, les petites tesselles ne partent pas en fait, ne se séparent pas du mortier. Et donc, tu dis que ça a été produit beaucoup vers le 18e, c'est-à-dire que c'est à peu près l'époque où les jeunes nobles faisaient leur tour du monde, etc., pour découvrir le monde, et particulièrement l'Europe, ou aller quelquefois jusqu'en Égypte. Et donc, les objets qui étaient fabriqués, c'était donc des souvenirs de voyage. Exactement. Et donc, ils avaient quelle forme? C'était quoi? Des médaillons, des serre-livres, des je sais pas quoi? Alors, il y a plein de formes, et c'est ça qui est formidable. C'est qu'en fait, une fois qu'ils ont développé leur technique de micro-mosaïque, ils pouvaient faire ce qu'on voulait, et ce que le client voulait. Donc, la forme la plus répandue, ça va être des petites tabatières, parce que donc voilà, on est à la fin du 18e, 1770-1780. La petite tabatière, on l'a partout, on la met dans notre poche et tout. Alors, soit c'était déjà monté comme ça à Rome, et pof, on en prenait ça avec nous, soit on achetait juste la petite micro-mosaïque. Et après, on demandait à son orfèvre de la monter dans la tabatière comme on le souhaite. Les bijoux, bien évidemment, c'était une autre forme. Les peignes, il y a beaucoup de peignes. Je trouve ça toujours très, très, très joli. Les broches aussi. Malheureusement, il y a quand même beaucoup de broches qui ne tiennent pas. Donc, après, on les retrouve un peu dépareillées maintenant sur le marché de l'art. Mais en broche, des très jolies broches. Mais aussi des petits coffrets. C'est vrai que nous, on oublie, mais le petit coffret à bijoux qui peut toujours être très, très beau. Et après, ça peut partir sur des formats extra larges. Les commandes impériales et russes, surtout aussi, donc impériales de Napoléon et impériales de Russie, on part sur des tables, mais qui font 80 cm de diamètre ou même plus. C'est vraiment de la commande exceptionnelle qui prenait plusieurs années à faire. Mais voilà, ça faisait partie de ces souvenirs. Je prends l'exemple de la Russie. En fait, le tsar Nicolas Ier, avant de devenir tsar, il a fait donc un de ses grands tours en Italie et il a vraiment adoré l'Italie. Il a commandé un portrait de lui. Il a fallu 3 ans pour le faire. Nous avons la chance de l'avoir au Victorian Albert Museum. Et très grand, très très grand. Il fait, il fait au moins 50 cm de haut, je dirais, sur 30 cm de large, au moins. Et puis après des tables, et notamment une table qui illustre
tous les différents sites qu'il a visités en Italie, avec le nom et avec les fleurs et le feuillage qui va en fonction du site. C'est incroyable. En fait, c'est son carnet de voyage. C'est ça, exactement. Exactement. Moi, j'étais restée sur la parure Joséphine, que j'ai vue chez Chaumet quand ils faisaient leurs expositions. Et en fait, j'avais cru, donc j'avais probablement mal compris, que c'était de la mosaïque qui datait de l'Antiquité que Bonaparte avait ramené et qu'il avait demandé à Chaumet de monter pour Joséphine. Je m'étais trompée alors. Alors, en fait, il y avait les deux. Il me semble que pour cette parure, c'est de la micromosaïque. C'était des motifs en fait qu'ils avaient repris de l'Antiquité. Faudrait qu'on vérifie. Mais effectivement, il y avait ces doubles emplois. C'est-à-dire que à l'époque, il n'y avait pas de préservation des sites archéologiques, donc chacun se servait, mais ces sites ont également servi de source d'inspiration. Donc je pense que en fait, c'est peut-être aussi les orfèvres et les joailliers qui ont réussi à récupérer ou faire commande de mosaïques en fonction de ce qu'ils pouvaient réussir à retravailler en fait pour une parure ou pour un collier ou pour voilà. Il y avait vraiment les deux en même temps. Et alors justement, cette mosaïque de l'Antiquité qu'on ramène, qu'est-ce qu'elle a de différent de cette mosaïque que tu viens de nous expliquer ? Donc déjà, on est vraiment sur des petits carrés, donc c'est la technique, je dirais, de mosaïque à l'ancienne et qu'on apprend tous, même quand on est enfant, à faire des petits carrés les uns à côté des autres, mais de différentes tailles. Que ça va se voir parce qu'en fait, ils n'avaient pas développé toute la technique des couleurs et des émaux qui ont été développés plus tard. En fait, Venise, qui est maintenant toujours le plus grand producteur d'émaux en verre et pour la mosaïque, c'est vraiment Venise qui a fait la transition. C'est-à-dire qu'il y avait l'Antiquité romaine. Venise, après, à la chute de l'Empire romain, est resté le centre de production, avec tout ce qui est donc Théodora et toute la période byzantine. Et puis après, c'est revenu à Rome, courant XVIIe siècle. Mais Venise a quand même fait un travail, il a développé des couleurs et des nuances et une brillance, ou au contraire une opacité dans les émaux, qui est absolument remarquable. Et donc ça, on ne le trouve pas déjà. Quand on voit deux mosaïques, une ancienne et une 18e, 19e siècle, on voit déjà les différences de couleurs. Il va y avoir des tons qui sont beaucoup plus forts que la mosaïque ancienne. Parce que du coup, la mosaïque ancienne, elle est faite avec des pierres dures. Alors, elle peut être faite avec des pierres dures ou elle peut être faite avec des éléments de verre de couleur. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a quand même des tons un petit peu plus beige, un petit peu plus pastel, je dirais, que ce qui a pu être développé par la suite. Elles sont remarquables. Je regardais encore là au Salon de GEM Genève. Quand on se dit que mais ça a été fait au 4e siècle, c'est impressionnant. On se dit mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça ? Mais c'est vrai que oui, il y a l'évolution humaine et des techniques qui fait qu'indéniablement, on peut voir la différence. Le dessin sur une micromosaïque va quand même être un petit peu plus fini, un petit peu plus précis. Une comparaison à faire, si on peut, là ça se voit à Genève, c'est le motif du tigre et du léopard était très très important déjà dans l'Antiquité romaine et est un motif vraiment préféré dans la micromosaïque. Et du coup, on voit la différence. Et c'est vrai que nous, on a dans la collection Gilbert une mosaïque qui représente un tigre. C'est magnifique. Même la moustache est faite en verre. On dirait une peinture. Les gens ne croient pas quand je leur dis que c'est de la micromosaïque. C'est pas possible. Alors que la mosaïque ancienne, ça se voit quand même. Je pense que tout de suite, on voit que c'est de la mosaïque. Justement, cette fameuse collection. Oui. Ça couvre combien de temps ? Il y a quoi dedans ? Est-ce qu'on peut la boire ? Je veux tout savoir. Alors, si vous êtes à Londres, vous pouvez la voir. C'est ouvert tous les jours. On est au Victorian Albert Museum. On a 4 galeries qui sont dédiées à la collection. La collection Gilbert, donc, qui a été construite par Rosaline et Arthur, est une collection qui finalement est assez récente parce ils ont commencé dans les années 60 et Arthur Gilbert est décédé en 2001. Mais il a eu l'avantage, c'est qu'il a acheté au moment où le marché de l'art devenait international mais à puissance 10 et puis il a acheté bien souvent avant qu'il y ait des réglementations d'exportation beaucoup trop strictes. Et puis, il a aussi
réussi à acheter dans les années 60, 70, 80, où les plus grandes familles aristocratiques anglaises et européennes n'arrivaient plus à subvenir à ne serait-ce que l'entretien de leur maison. Donc il y a eu à ce moment-là, sur le marché de l'art, vraiment, c'est la période dorée. Et en fait, la collection a 4 sections. La micromosaïque, et c'est vraiment une des collections les plus importantes de micromosaïque au monde, et vraiment je pèse mes mots au monde. Une collection de tabatières qui est maintenant, je pense, oui, pareil, une des collections les plus importantes parce que beaucoup ont été disséminées à travers les dernières décennies. Une collection d'argenterie et puis une collection de petits portraits en émaux. Oui, donc nous sommes au V&A. Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à Londres, allez sur le site Victorian Albert Museum et on a plusieurs pages web en fait dédiées à la collection avec des petites vidéos pour apprendre justement la technique de la micromosaïque et puis pouvoir vous présenter vraiment les highlights, comme on dit en anglais, de cette collection. Voilà. Alors, tout à l'heure, tu disais que le tigre, on le retrouve de l'Antiquité à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a comme ça des symboles qui sont particuliers à l'Antiquité et des symboles particuliers au XVIIIe? Je suppose que, par exemple, le XVIIIe avait pas mal, en peinture notamment, de représentations romancées, si on peut dire, ou rêvées ou poétisées de l'antique. Est-ce que, du coup, comme ça, suivant les époques, il y a des dessins, des symboles qui sont hyper particuliers? Ouais, un dessin qui est très important, c'est les colombes de Pline. Donc les 3 petites colombes qui boivent là leur coupe et qui étaient décrits par Pline l'Ancien comme une mosaïque la plus remarquable qu'il n'ait jamais vue parce que d'un réalisme impressionnant. Et cette mosaïque a été redécouverte à Herculanum, 1730-1740. Déjà, tout le monde a dit, ça y est, on l'a enfin retrouvée. Donc tout de suite, il y a eu des gravures qui ont circulé, si vous voulez. Et en plus, du coup, les maîtres en mosaïque de Rome se sont dit, bah voilà, c'est notre source d'inspiration. Non seulement on va essayer de la recréer, mais on va peut-être essayer de la surpasser. Les colombes de Pline, c'est vraiment le symbole qu'on retrouve partout. On parlait des souvenirs de voyage, ce motif qu'on retrouve absolument partout, en broche, en panneaux, partout. Après, Giacomo Raffaelli, lui-même, très rapidement, a développé son propre répertoire, et notamment avec la représentation de papillons et d'oiseaux, avec des couleurs absolument magnifiques. Donc ça aussi, on le retrouve. Il y avait déjà des motifs d'animaux dans l'Antiquité, mais c'est pas un motif directement inspiré de l'Antiquité. Giacomo, on est à quelle période là? Donc Giacomo Raffaelli, c'est lui, on dit que c'est l'inventeur de la micromosaïque, donc on est 1770-1780. Quelque chose qui me surprend aussi, mais il y avait un goût très prononcé dans l'Antiquité et du coup jusque dans la micromosaïque du 19e siècle, pour les animaux, par exemple des renards ou des tigres qui attaquent un animal. Donc il va attaquer un agneau, qui va attaquer un faisan. Et alors on a retrouvé justement ces motifs dans des mosaïques anciennes et on le retrouve dans les micromosaïques italiennes. Et alors du coup, là pour le coup, c'est pas forcément à son avantage, c'est comme ils ont vraiment amélioré la technique et les couleurs, on a des vraies petites gouttes de sang dans la micromosaïque. Il faut aimer, c'est particulier. Mais c'est encore un thème qui, manifestement, avait l'air de beaucoup plaire. En fait, c'est marrant parce que ce que tu m'expliques, c'est que globalement, on encense une scène de chasse. Et oui. donc, une scène de nature et de chasse qui pourrait symboliquement montrer que les hommes sont forts et qu'ils vont aller bouffer leurs ennemis ou je sais pas trop quoi. Mais ça pourrait être simplement le fait que la chasse, elle a été utile pendant super longtemps, quoi, quand même. Oui. On se nourrissait pas chez Carrefour au XVIIe. Et donc, du coup, est-ce que ça serait pas, de la façon dont eux le considéraient, à leur époque, simplement une scène de vie un peu courante? Oui, ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense qu'effectivement, c'est vrai qu'il y a des notions maintenant où il y a des sujets qui nous paraissent pas forcément agréables. En fait, je pense que ce qui est peut-être important à comprendre et à garder en tête quand on regarde ces objets, c'est qu'effectivement, oui, c'est vrai, la chasse était très importante parce que c'était le moyen de subvenir à nos besoins. Il y a aussi autre chose, c'est que à l'heure actuelle, quand on parle de bijoux, de joaillerie, même de tabatière, on pense forcément féminin. Mais en fait, c'était aussi aimé par les hommes. Et je pense que c'est ça, c'est qu'effectivement, ces scènes de chasse, nous, en tant que femmes, on va peut-être se dire un peu, oh là, non, bon. Et en fait, oui, c'est qu'en fait, c'était pas que pour des femmes, ça servait aussi à un public masculin.
et qu'on a tendance un petit peu à oublier ça à l'heure actuelle. Donc oui, tout à fait, ça correspondait exactement à ce qu'ils voulaient parce que c'était hommes et femmes qui aimaient ce genre d'objet. Nous, maintenant, on a oublié un peu toute cette notion et du coup, on juge un peu facilement. Voilà. Et tout à l'heure, tu parlais que le tsar, il avait fait son portrait. Est-ce que du coup, il y avait des espèces de boîtes, de tabatières, je sais pas quoi, avec la tête des gens? Alors, un peu comme les boîtes diplomatiques où Louis XIV offrait la boîte remplie de diamants aux diplomates. Parce que, comme il n'y avait pas Facebook et Instagram, c'était quand même le moyen de montrer un souverain. C'était la communication, en fait, logique de l'Empire ou du Royaume. Alors, exactement. Et alors, celui qui a commandé énormément, justement, de tabatières en micromosaïque pour les donner, les faire circuler et s'assurer que tout le monde connaissait son beau profil impérial, c'est Napoléon. Exactement, ouais, il y a énormément de tabatières de Napoléon. Je réfléchis, on a dans la collection Gilbert 2 portraits du roi et de la reine d'Espagne. Donc on est en 1810-1820. 1820 probablement parce que ça va être après la Restauration, après la chute de Napoléon. La représentation de Napoléon en micromosaïque, nous on en a 1 ou 2 dans la collection Gilbert. Et puis il y en a énormément qui circulent sur le marché de l'art. Oui. Alors, il y a ces motifs de la chasse qui donc sont plus masculins. Mais c'est vrai que quand j'avais vu la parure de Caroline Bonaparte comme la parure de Joséphine, c'est plutôt des ruines, des paysages, tout ce côté antique rêvé, qui est donc peut-être plus féminin. C'est comme si elles portaient leur tourisme autour de cou. Oui, ouais. Et du coup, est-ce que ça, c'est une mosaïque qui était créée à cette époque-là? Oui. Alors, effectivement, la micromosaïque a été inspirée par les thèmes qu'on retrouvait sur les mosaïques antiques, et puis donc refaire de la reproduction en fait, ou s'en servir comme source d'inspiration. Et après, effectivement, il y avait la représentation de tous ces sites antiques qui étaient découverts, qui étaient visités. Ça, c'est très, très, très important. Alors, les pièces, ou en tout cas, je dirais les scènes les plus connues, ça va être donc le Colisée. Il va y avoir le temple de la Sibylle à Tivoli, qui est énormément reproduit en micromosaïque. Parfois avec les chutes d'eau, parfois simplement le temple lui-même. Ça fait vraiment les 2-3 comme ça qui sont toujours représentés et qui on voit très régulièrement dans la micromosaïque. Tu as parlé tout à l'heure de Giacomo, c'est ça? Oui, Giacomo Raffaelli. Voilà, donc qui est le maître du 17e, j'ai bien compris. Ouais. Est-ce qu'il y en a eu après? Oui, alors, heureusement pour nous, il y a quelques artistes qui ont signé leur micromosaïque. Et ça, vraiment, c'est super. Ça nous aide beaucoup. Donc, après lui, il y a eu Antonio Aguati. Donc, Raffaelli, on dit, il a commencé dans les années 70. Et puis, alors après, il a réussi, c'est très intelligent. Il a réussi à développer un sacré business avec son fils et ses neveux. Donc, on est jusqu'en 1820-1830. Aguati commençait un petit peu plus tard, début 1800-1805. Jusqu'à 1820, il a quand même signé quelques pièces en micromosaïque sur la scène. Donc ça, c'est vraiment remarquable. Et puis alors après, l'autre grand nom de la deuxième moitié du 19e siècle, c'est Michelangelo Barberi. Il a fait ce fameux portrait du tsar donc en 1820-1825. Et puis, il produit des pièces pour le tsar et autres jusqu'en 1850-1860. Donc ça, c'est vraiment les 3 noms, je dirais, les plus importants. Après, il y en a d'autres qu'on commence à, si vous voulez, vraiment identifier. Et puis, Anna Maria Massinelli, donc, qui est celle qui a écrit le premier catalogue de la collection Gilbert et qui fait énormément de recherches. Elle a accès à des archives publiques et privées, donc elle continue à développer et avoir une liste de noms. Mais Raffaelli, Aguati et Barberi, je pense, sont vraiment les 3 noms les plus importants de cette période. Pour ceux qui veulent apprendre un peu plus sur la micromosaïque, il n'y a pas beaucoup de publications, mais il commence à y avoir de plus en plus de présence. Alors nous, sur la chaîne YouTube du V&A, on a fait un film de quelques minutes sur comment est-ce que la micromosaïque est faite, qui je pense explique bien la technique. Et puis, pour ceux qui sont vraiment intéressés par des artistes contemporains, ou même ne serait-ce qu'apprendre même la mosaïque et la micromosaïque, je suis extrêmement impressionnée par une association qui s'est montée il y a quelques années déjà, qui s'appelle la London School of Mosaic. Et ils ont commencé
précisément en faisant juste un petit peu de mosaïque. Et maintenant, ils développent des cours pour apprendre la mosaïque, et même avec un diplôme à la clé pour former d'autres artistes. Et ils viennent d'ouvrir un atelier de la micromosaïque. Et en plus, ils sont extrêmement généreux, c'est-à-dire que, pas n'importe qui, mais il faut pouvoir les contacter et leur dire, voilà, j'aimerais bien apprendre, on vous laisse, regarder les outils, travailler un peu, voir si ça vous plaît. Enfin, et là, je pense qu'il y a vraiment une nouvelle pépinière qui est en train de se créer et c'est très, très important de leur faire signe aujourd'hui et de leur rendre hommage. Eh bien, on le fera. Super, merci beaucoup. Si dans nos auditeurs, il y a des gens qui font du bijou ancien, ils trouvent un bijou en micro-mosaïque, vers qui ils se tournent pour faire expertiser ça? Je vais être complètement partiale, mais comme j'ai travaillé 10 ans chez Sotheby's, je vous dirais Sotheby's Christie's. Pourquoi? Parce que, donc, au niveau de la mosaïque, il y a quand même différentes qualités. Et c'est important de le reconnaître. En fait, à la fin du 19e siècle, il y a eu un mouvement où ils ont fait exprès de faire de la micro-mosaïque, pas forcément très fine, mais parce que c'était en référence aux origines italiennes. Et ça faisait en fait partie de ce goût pour, comme avec Castellani, les bijoux étrusques, les bijoux romains. Donc du coup, ils faisaient exprès de représenter de la mosaïque pas forcément très fine. Donc on peut se tromper déjà sur la date. La valeur varie énormément en fonction du sujet, en fonction de la qualité, en fonction de la monture également. Donc voilà, si on veut avoir, je pense quand même, un avis assez complet, il faut aller voir une maison de vente spécialisée où vraiment il y a des experts qui connaissent et qui cataloguent énormément de pièces et qui vont reconnaître. Après, bien évidemment, moi, au V&A, je suis toujours prête à aider et pouvoir donner conseil si je le peux, mais par contre, j'ai interdiction de donner une valeur commerciale. Donc, si les gens veulent après avoir une valeur commerciale, de toute façon, je les réorienterai vers une maison de vente aux enchères. Autre question, j'achète un bijou donc ancien, c'est une micro-mosaïque, elle a peut-être pas de signature, mais je l'adore. Est-ce que c'est un sacrilège de la remonter sur une nouvelle monture ou pas? Et si jamais il manque un petit bout de truc, qui c'est qui me le répare? Alors, là, j'avoue que je ne saurais pas. À GEM Genève, on a un joaillier et un maître en mosaïque, Maurizio Fioravanti, qui, à mon avis, j'imagine, saura indiquer. Donc, nous a toujours conseillé de laisser comme ça. Malheureusement. Après, remonter dans une autre parure, je trouve que c'est l'histoire de la mosaïque. Et au contraire, ce sont des pièces qui sont tellement fragiles. Si on voit que la mosaïque, la parure ne va pas pouvoir permettre à la mosaïque de tenir, non, il faut la remonter. Après, ça dépend. Si la parure est vraiment historique et qu'il y a énormément de valeur dans la parure elle-même, bon, voilà, allez voir un expert d'abord pour en discuter. Au contraire, c'est l'histoire du bijou, c'est formidable. Oui, c'est sûr que si je le peigne de Joséphine, bon, vaut mieux pas y toucher. Voilà. Mais voilà, si c'est un souvenir de ma grand-mère qui a été, Exactement. Pourquoi pas? Exactement, Voilà. Exactement. Si la mosaïque est en péril, alors faut tout faire pour garder la mosaïque. Moi, je pense que voilà, c'est le principe. Question personnelle. Comment ça t'est venu la micro-mosaïque? Alors, comment ça m'est venu? En fait, quand j'ai commencé par faire un stage chez Sotheby's, c'était dans le département argenterie et objets de vitrine. Et puis, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus on en voit, plus on commence à connaître, plus on s'éclate à vraiment apprendre tout le temps, et puis plus on s'éclate à vouloir découvrir d'autres choses, et puis voilà. Après, moi, j'ai un attachement très, très personnel à la micro-mosaïque parce que ma collègue, je l'appelle ma petite maman, qui m'a vraiment formée, aimait beaucoup la micro-mosaïque, m'a donné carte blanche pour pouvoir vraiment m'éclater à regarder. Comme je l'ai dit, il y a pas beaucoup de publications. Et bon, à part la collection Gilbert de 2000, il a fallu attendre la publication de Heike en 2017. Et puis, j'ai oublié une référence très importante, la publication de Domenico Petocchi, qui date des années 80. Donc, puis il n'y a pas de catalogue raisonné. Il faut vraiment réussir à apprendre par soi-même. Donc, elle m'a laissé carte blanche. Et puis, le jour où elle a senti que ça y est, je pouvais voler de mes propres ailes, elle m'a donné une petite broche en micro-mosaïque, justement, qui avait appartenu à sa maman. Et voilà, donc c'est très personnel, mais c'est très important pour moi. Voilà, et j'ai eu beaucoup de chance après d'aller au V&A où ils m'ont dit, est-ce que tu veux bien travailler avec nous parce que tu as l'air de... Voilà, et j'ai dit, mais oui, s'il vous plaît, je vais m'éclater, merci beaucoup. Donc voilà.
Donc, Et donc, avant, tu as fait Histoire de l'art. Avant, j'ai fait un master d'histoire et d'histoire de l'art à la Sorbonne. Puis Spécialisé en micromosaïque ? Non, spécialisée dans l'argenterie. Et c'est comme ça, en fait, de l'argenterie. J'ai postulé chez Sotheby's pour faire un stage de 3 mois. Le département, c'est argenterie et objets d'art. Et ça fait 15 ans et un petit peu plus que je suis dedans. Voilà. Est-ce que tu as encore quelque chose à nous raconter de chouette sur la micromosaïque ? Moi, ce que je trouve génial, c'est que j'ai l'impression que ce n'est que le début. Que ça y est, on commence, c'est pas uniquement pour des collectionneurs un petit peu poussiéreux, qu'il y a un renouveau. Je trouve ça émouvant. Enfin, je trouve ça formidable. Ce qu'il faut surtout, pour qui est intéressé à la micromosaïque, c'est, je pense, savoir prendre le temps de regarder ces pièces. Parce que c'est de la miniature et il y a tellement de détails. Et puis c'est comme si on se perdait dans une peinture en miniature, quoi. Dans notre monde actuel, c'est bien de savoir prendre le temps. Voilà. Alors, dernière question, la question gimmick que je pose à tout le monde. Si une jeune femme voulait marcher sur tes traces, tu lui dirais quoi ? Oh là là. Alors, je dirais rester passionnée. Parce que vraiment, moi j'ai commencé, comme je vous le disais, par un stage chez Sotheby's de 3 mois à Paris. Et ils m'ont dit, si tu veux, tu peux faire un stage de 3 mois à Londres. Je ne connaissais personne. Le stage à l'époque était absolument pas rémunéré. Et j'ai dit à mes parents, à l'âge de 21 ans, 22 ans, écoutez, vous inquiétez pas, j'ai un plan, je pars à Londres. Mes parents n'étaient pas forcément très contents et même plutôt inquiets. Et je me suis accrochée. Et de 3 mois, je suis restée 15 ans. J'aime pas trop quand les gens me disent « t'es vraiment ambitieuse et tout, c'est bien ». Je dis, c'est plus que de l'ambition, c'est de la passion. Ou alors c'est de l'ambition pour les objets dont je m'occupe. C'est-à-dire qu'à chaque fois, et j'ai toujours eu ça chez Sotheby's et je l'ai encore plus maintenant que je suis à travailler pour une collection, c'est-à-dire que chaque objet, je le porte jusqu'au bout. Et j'essaye de lui trouver une histoire et je veux raconter aux gens cette histoire et je veux la partager. Et c'est cette passion qui me tient toujours. Voilà. Et puis après, surtout, c'est facile à dire, mais ne pas rechigner devant les heures. Parce que ça demande beaucoup d'abnégation, ça demande beaucoup de travail. Est-ce que finalement, quand c'est sa passion, est-ce que c'est vraiment du travail ? Bon, peut-être oui et non, mais c'est vrai qu'il y a des moments où se lever très tôt pour aller prendre un avion, continuer à regarder les catalogues jusqu'à qu'on puisse trouver ce qui nous manque, tout ça, ça demande des heures. Voilà, et ne pas rechigner devant ça. C'est mes deux conseils. Eh bien, je te remercie. Merci Yann. À très bientôt. Au revoir. Et donc, on mettra le lien du musée de la collection. Ouais, ce serait super. Ce serait vraiment génial. Merci beaucoup Anne. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté Brillante. Je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos envies ou de vos questions pour Alice Minter. Sur les réseaux sociaux, d'Il était une fois le bijou. Je suis Anne Desmarais de Joton et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Le prochain rendez-vous sur ce podcast Brillante sera le 16 avril. Le 2 avril, nous nous retrouverons sur le podcast thématique Il était une fois le bijou pour le 4e et dernier épisode consacré aux bijoux de l'île de la Réunion. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur le podcast Le bijou comme un bisou. Si cet épisode vous a plu, mettez-moi de jolis commentaires et partagez l'épisode sur les réseaux sociaux. À dimanche prochain et soyez brillantes.